bonjour à tous. Merci d'être là pour ce webinaire. Donc, on a l'honneur d'accueillir Alexis Kuala, qui est le CEO et le cofondateur d'ECITEC, donc, qui est une école d'ingénieurs qui forme des talents de la tech et du digital donc en Afrique et notamment au Burkina Faso. Donc, rapidement, Alexis aujourd'hui s'occupe des opérations liées à la transformation agile et DevSecOps en fait au sein du groupe Orange. Donc, c'est un expert, il est certifié coach sur tous les sujets d'agilité, DevOps et autres. Voilà. Donc, il a une très très longue expérience en fait sur ces sujets. Donc, encore merci à Alexis d'être là et puis on te donne la parole. Ok, merci Thierry et merci à toute ton équipe WeCoding qui est un partenaire d'ECITEC. Merci pour cet honneur et l'espace que vous m'offrez là pour partager avec l'ensemble des personnes qui sont en ligne sur l'agilité, le DevSecOps et voir si vous êtes compatibles pour une transformation agile DevOps. Donc Thierry m'a déjà présenté brièvement, donc je ne vais pas revenir. Donc aujourd'hui, je suis responsable de la transformation des opérations vers plus d'agilité, du DevSecOps chez Orange. Et voici mes autres attributions. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur moi, vous pouvez aller soit sur LinkedIn, soit sur Twitter. C'est les deux espaces où je suis le plus présent. Voilà. En ce qui me concerne rapidement. Donc, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Donc, dans ce webinaire, nous allons regarder déjà le contexte, dans quel contexte nous nous présentons par rapport à l'agilité et au DevOps, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est quoi l'agilité en fait, c'est quoi le DevSecOps, c'est quoi ce buzzword qu'on entend un peu partout, c'est quoi les bénéfices attendus de l'implémentation de l'agilité et du DevSecOps, les critères de succès pour mesurer que effectivement on est en train d'aller dans le bon sens et on essaiera de voir ensemble. En tout cas, je prendrai quelques ingrédients indispensables, c'est pas les seuls, mais en tout cas indispensables, et nous finirons par une conclusion pour voir si vraiment vous êtes agile et DevSecOps compatible dans votre environnement. Et j'espère qu'on aura un espace pour répondre aux quelques questions qui vont émerger durant la présentation. Donc le contexte, il est né de l'environnement du XXe siècle, c'est-à-dire la période après-guerre. Et donc cette période après-guerre, c'était une production industrielle de masse, parce qu'on venait sortir la Deuxième Guerre mondiale, il fallait produire. Et donc, on était dans une logique de production de masse, avec une organisation en silo, parce que c'était le modèle qui était prouvé dans les années 50 et qui marchait bien, qui est venu avec, bien sûr, les industries de production comme Toyota, Peugeot, et j'en passe les meilleurs. Donc, organisation en silo, chaque travailleur où chaque équipe était sur sa ligne. Et donc, le client, il était passif, c'est-à-dire qu'un client qui recevait un produit chez lui, qui achetait un produit, s'il n'est pas content, via la réclame à l'époque, il n'y avait pas la publicité encore, via la réclame, il pouvait peut-être avoir une ristourne, peut-être changer son produit, et au pire, s'il n'est pas content, au mieux d'ailleurs, il peut en parler, je dirais, à ses voisins, mais ça n'allait pas au-delà. Donc, on avait une collaboration faible, c'est-à-dire que s'il y avait un souci dans une ligne de production, c'est aux gens qui s'occupent de la ligne de production de s'en occuper et de résoudre leurs problèmes. Chacun était occupé et circonscrit à sa tâche. Comme on a un contrôle, il y avait un contremaître, voilà, qui passait pour vérifier que les ouvriers, ils faisaient bien, ou les manœuvres faisaient bien leur travail. Et si jamais tu ne faisais pas bien ton travail, tu étais sanctionné, voire licencié, parce qu'il y avait plein de gens qui attendaient à la porte pour le boulot que tu es en train de faire. Donc, un sentiment de déviance, un climat de défiance, donc chacun se rejetait la faute pour ne pas endosser la responsabilité de la pièce défectueuse ou du montage défectueux. Un monde binaire, voilà. Donc, il n'y avait pas d'espace je dirais, d'entente, de collaboration. Et enfin, un monde aussi, je dirais, plutôt prolétaire, puisque les gens n'avaient pas les moyens qu'il y a aujourd'hui. On parlait déjà, le pouvoir d'achat, il était faible à cette époque, il est encore faible aujourd'hui puisqu'il en fait l'actualité, et en tout cas, au sorti de la guerre, le pouvoir d'achat était très, très faible. Donc ça, c'est l'environnement né d'après-guerre, 1950, 1960, voilà. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui de nos jours? Ce qui a changé, c'est que nous vivons dans un monde où le cycle de vie des technologies et des produits est réduit. Un smartphone, c'est 18 mois. Au-delà de 18 mois, il est obsolète, il est has-been, problème de lenteur, voilà, il est même plus problème de mise à jour, il est plus adapté. La personnalisation massive des produits
chacun de nous a un smartphone ou un ordinateur ou autre gadget digital. C'est vraiment personnalisé, chacun veut que ça reflète sa personne. Donc on voit ça dans le milieu des people, des stars, et même si vous avez des enfants, des ados, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Donc on a aussi un retour viral immédiat du client, et ça doit vous parler, à l'innovation. Par exemple, en 2014, il y a deux Canadiennes qui voulaient créer une application qui s'appelle People, P-E-E-P-2-E-P-L-E. Et en fait, cette application, c'était juste pour noter les gens dans la rue. Donc, je croise une personne dans la rue, Pierre, par exemple, et ben, je prends une photo de Pierre et je le note en positif ou en négatif. Et en fait, dès qu'ils ont balancé cette idée sur les réseaux sociaux, en fait, ils ont pris un tollé parce que les gens ont dit, voilà, atteinte à la vie privée, c'est inadmissible, alors qu'elles en étaient qu'au stade d'idée, en fait. Il n'y avait aucun code, aucune ligne de code, ni de design qui avait été déjà fait. Donc, vous voyez, si votre produit il est bon, toute la planète le sait. S'il n'est pas bon, toute la planète le sait aussi. Ce qui n'était pas le cas de l'environnement après-guerre. Donc, l'accessibilité au niveau des technologies de l'information. Aujourd'hui, que je prenne Twitter, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ça va tellement vite. Tu postes quelque chose, tu as des millions de likes qui sont des vues, de likes qui sont derrière, qui arrivent tout de suite. Et aujourd'hui, on a même des influenceurs qui ont derrière eux des millions et des millions de personnes qui les suivent. Par exemple, à titre d'illustration, en 1865, quand Abraham Lincoln a été assassiné au sorti du théâtre, après d'un théâtre, ben, le dernier Américain qui a su que Abraham Lincoln a été assassiné, il a mis 6 semaines. Bon, vous me direz, c'était encore à l'époque des pigeons voyageurs, de la diligence, mais quand même, 6 semaines dans un pays pour savoir que le président il est mort, c'est que vraiment l'information ne circulait pas. Et de nos jours, récemment en 2010, quand Michael Jackson est décédé, ben, en fait la planète entière a mis 6 secondes pour savoir que le roi de la pop était décédé. Donc vous voyez, en 150 ans, on est passé d'une information du même niveau de criticité et d'importance de 6 semaines à 6 secondes. Donc pour un produit aujourd'hui, c'est pareil. Si votre produit il est bon, toute la planète le sait la seconde qui suit. S'il n'est pas bon aussi, c'est la même chose. Et aussi, on assiste à une digitalisation physique du monde physique. C'est-à-dire Pokémon Go, Xbox, la PlayStation, Nintendo Switch, tout. Et aujourd'hui, on parle de métaverse avec Facebook, voilà, pour la réalité virtuelle augmentée. Donc demain, vous aurez, et peut-être même déjà aujourd'hui, vous aurez des amis virtuels qui vous allez rencontrer dans des univers où vous allez pouvoir évoluer de manière virtuelle. Et ça va révolutionner encore la manière dont on produit on innove et on crée nos produits et nos solutions pour les clients. Et enfin, motivation, déverrouiller la motivation intrinsèque des collaborateurs. L'environnement né après-guerre, les gens travaillent pour avoir à manger. Aujourd'hui, les gens ne travaillent pas juste pour avoir à manger. Ils veulent incarner le travail qu'ils font. Les valeurs, par exemple, il y a plusieurs, je vais revenir un peu plus loin. Il y a des valeurs que les gens veulent voir à travers leur entreprise. Et ce sont, s'ils n'ont pas ces valeurs-là, ils seront démotivés, ils vont quitter l'entreprise. Donc tout ça, ce sont des enjeux qui font que l'agilité et le DevOps va essayer d'adresser, et on verra ça un peu plus loin. Alors, il y a 4 problèmes majeurs à résoudre quand on conçoit un produit ou quand on conduit un projet. Je fais bien la distinction entre faire un projet et réaliser un produit. Donc, on a le problème de visibilité auquel vous devez être déjà sensibilisé et conscient. C'est-à-dire que on se voit au début, kick-off, tout le monde est content, le client est content, et on se dit on se voit dans 6 mois. Et dans 6 mois, le client il découvre un produit qui n'est pas ce qu'il voulait, ou alors il n'avait pas tout exprimé, ou le fournisseur il n'a pas bien compris. Donc, problème. Voilà, donc on part dans le cadre contractuel, on commence à chercher les pénalités, chacun se rejette. Donc, problème de visibilité. L'agilité et le DevSecOps vont vous donner de la visibilité tout au long de la réalisation du projet ou de la réalisation du produit. Ce qui est vraiment un gain incommensurable parce que tout le monde à la fin va être content. Ensuite, l'adaptabilité. Donc, vous voyez ici les pointillés, ce sont je dirais, la méthode traditionnelle de développement, ce qu'on dit couramment le waterfall, le cycle en V, voilà, l'effet tunnel en fait. Et le trait rouge, ou voilà, rouge-grenat, c'est l'approche agile. Quand je dis agile, bien sûr, j'inclus l'agilité au sens large et le DevSecOps en tant que déclinaison opérationnelle. Donc, on peut s'adapter, l'agilité va permettre de s'adapter tout au long du projet et donner de la visibilité tout
tout au long du projet. Alors que dans la méthode traditionnelle, c'est très dur de s'adapter vers la fin. Au début, on peut s'adapter parce qu'on n'a rien fait, mais dès qu'on commence à développer, à déployer, à tester, c'est très dur de revenir sur le scope fonctionnel. Donc on assiste à des tensions, des réunions un peu tendues entre le client et le fournisseur. Donc la valeur business qui est fondamentale, comment on délivre de la valeur au plus tôt pour que le client puisse à la fois profiter, rentabiliser, commencer à rentabiliser le retour sur investissement et aussi pouvoir tester par rapport à l'appétence des clients et ne pas développer des fonctionnalités qui servent à rien. Donc on va délivrer de manière incrémentale et itérative. Et je reviendrai un peu là-dessus. Donc on aura de la valeur qui augmente avec le temps en mode logarithmique plutôt que d'espérer une exponentielle qui n'arrive jamais. Et enfin le risque. Alors gérer un projet, c'est gérer le risque. Souvent on le dit ça. Et donc créer un produit, c'est aussi gérer deux risques. Le risque, il y a le risque produit. Est-ce qu'on fait le bon produit? Il y a le risque marché. Est-ce que le produit qu'on fait s'adresse au problème du marché qu'on est en train de la cible en fait. Et ces deux risques-là, en méthode traditionnelle, ça va être très compliqué. Il va augmenter plus on avance si on ne se parle pas, si on ne donne pas de visibilité. Alors qu'avec l'approche agile, ces deux risques-là, finalement, on va le minimiser. Le risque produit, du fait qu'il y a de la visibilité, on sait s'adapter, on délivre de la valeur au plus tôt, on va minimiser le risque produit, c'est-à-dire on sera toujours au plus près du produit. On parle du MVP, Minimum Viable Product. On parle aussi du retour client pour améliorer le produit et l'affiner. Le risque marché, c'est pareil, c'est-à-dire est-ce que le retour des clients qu'on a, puisqu'on a déjà déployé quelque chose, est-ce que ça répond à leurs besoins? Ou alors leurs besoins ont évolué. Peut-être qu'il y a 6 mois, ils voulaient ça. Maintenant, ils veulent autre chose, à la place ou en complément. Donc, on va prendre ça en compte, en fait. Dans la méthode traditionnelle, c'est très compliqué. Voilà, le fournisseur va dire, mais attendez, il y a 6 mois, vous nous avez dit de faire ça. Nous, on a investi dans ça. Aujourd'hui, vous changez d'avis. Bon, ça va être compliqué de faire. Ou alors, vous rallongez le budget ou vous nous donnez plus de temps. Et le client, il est mécontent parce qu'il voit que, il est en train de payer, mais il ne voit rien. Alors, un client qui est mécontent, c'est finalement un client avec qui on va faire du business parce que ça veut dire qu'il sait ce qu'il veut et il a de l'argent, du budget pour payer ce qu'il veut. Donc, il faut l'accueillir plutôt avec le sourire, plutôt en graissant les dents. Donc, ce monde-là, finalement, que je décris, c'est quoi? C'est un monde VUCA en anglais. C'est un monde qui est volatile. Quand je parle de monde, je parle d'environnement, en termes d'entrepreneuriat, et même aussi d'environnement social, d'environnement technologique, d'environnement écologique, géographique. Il est volatile, tout change, ça va très très vite. Il est incertain. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Incertain, ça dit c'est pas prédictible. On vient de sortir de 2 années de Covid. Personne n'avait prédit la Covid dans sa forme qu'on a vécue. En 2019. Il y a des gens qui avaient fait écrit des livres un peu futuristes, mais la Covid qu'on a vécue, personne n'avait imaginé dans les moindres détails l'impact sur l'économie, le moral et tout le reste. C'est un monde complexe. Il n'y a plus qu'un seul paramètre à prendre en compte, il y a plusieurs paramètres. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de green IT, l'écologie, la responsabilité des entreprises en termes de préservation de la planète. C'était des sujets, il y a encore 20, 30 ans, ce n'étaient pas des sujets qui étaient prépondérants dans les emplois. Aujourd'hui, il faut en tenir compte quand on développe des solutions, quand on construit des data centers. Et aussi, c'est un monde qui est ambigu. Ambigu, ça veut dire qu'il y a des fois, ce qui est connu est plus que ce qui n'est pas connu. Aujourd'hui, on a un flot de données, ce qu'on appelle big data. Par contre, on est encore incapable de prédire un certain nombre de phénomènes qui nous arrivent. Les phénomènes de catastrophes naturelles, par exemple. Pourtant, il y a des relevés de température climatique, météorologique, tous les jours, dans tous les pays, dans tous les espaces, et on n'arrive toujours pas à prédire quel sera l'effet d'un ouragan ou un tsunami dans une région du globe. Donc ça veut dire que ce monde VUCA, c'est dans ce monde-là que vous et moi, nous devons innover, créer des produits innovants qui répondent aux besoins de nos clients. Voilà pourquoi l'agilité et le DevOps sont nés. Quand je dis sont nés, pour répondre à cet environnement VUCA qui demande de l'adaptabilité, de la proactivité et de l'intelligence collective. Donc l'agilité, c'est quoi finalement? Alors l'agilité, je n'ai pas de définition. Par contre, j'ai un manifeste agile qui vous permet de comprendre l'agilité, parce que tout le monde peut définir l'agilité à sa manière. Je dis, l'agilité, c'est la souplesse de changer, de changer de cap. Bon, l'agilité, c'est pouvoir pivoter. L'agilité, c'est... Bon, tout ça, ce sont des définitions possibles de l'agilité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'agilité est fondée sur le manifeste agile qui contient 4 valeurs et 12 principes. Je vais présenter les 4 valeurs.
Donc les 4 valeurs, c'est-à-dire que voilà, nous découvrons, ça ce sont les gourous de l'agilité qui l'ont écrit en 2001, parce qu'ils voulaient créer la méthode agile, mais ils n'ont pas réussi à créer la méthode agile, donc ils ont créé un manifeste qui regroupe un peu toutes les méthodes agiles. Scrum, Kanban, XP, Lean IT, DAT, tout ce que vous voulez, comme méthode agile, bien sûr. Et donc ça, c'est le dénominateur commun de toutes ces méthodes agiles que vous avez déjà expérimenté ou que vous avez déjà entendu parler. Donc les individus et leur interaction plus que les processus et les outils. Première valeur de l'agilité. Des logiciels opérationnels plus que la documentation exhaustive. La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Et l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que il y a de la valeur pour les éléments de droite, ceux qui sont en rose. Mais nous allons valoriser, l'agilité va valoriser davantage les éléments de gauche. Parce que ce sont ces éléments qui vont créer de la valeur, plus que juste les process qui sont à droite, qui ont été expérimentés maintes et maintes fois reprises, et dont le résultat se fait toujours attendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces valeurs, parce qu'il y a des formations sur l'agilité où on décortique ces valeurs-là et voir comment elles s'implémentent dans votre environnement. Parce que dit comme ça, vous allez dire oui, mais c'est facile, ça je le fais déjà. Sauf que quand on va essayer de les décliner dans votre environnement, vous verrez que ce n'est pas si trivial que ça. Alors, maintenant, il y a les 12 principes qui vont guider à l'implémentation des 4 valeurs. Donc les 4 valeurs, c'est comme les piliers et les principes, c'est ce qui va guider l'implémentation. Alors, le premier principe, c'est satisfaire le client, délivrer de la valeur au plus tôt. Le deuxième, accueillir le changement, même tard dans le changement. Livrer fréquemment, construire des projets autour de personnes motivées. Le client et l'équipe projet travaillent ensemble, ce n'est pas chacun de son côté. Privilégier le dialogue face à face, c'est-à-dire on se parle. Le téléphone, c'est une manière de se parler. Teams, c'est une manière de se parler. Google Meet, c'est une manière de se parler, voilà, avec des outils digitaux. Mais il faut éviter le mail, parce que le mail, ce n'est pas la meilleure forme de communication. En tout cas, si on veut travailler ensemble. Délivrer un produit opérationnel, on en a déjà parlé dans les valeurs, et c'est la mesure principale d'avancement. Ce n'est pas les reporting qu'on envoie tous les jours, les KPI et tout ça. Et aussi, avancer à un rythme soutenable. C'est pas trop charger la barque. Bon, ils sont en mode agile, on peut charger, ils vont s'adapter. Non, on va tuer l'équipe, on va la démotiver. Porter une attention à l'excellence de la réalisation, c'est-à-dire en termes d'architecture de la solution. Il faut que ce soit modulaire, évolutif, maintenable et opérable. Le Quick Enter to Code, ça marche pour un prototype, mais ça ne marche pas à l'échelle d'une solution qui doit être servie à des millions ou à des milliers de personnes. Privilégier la simplicité. KISS, j'aime bien cet acronyme, KISS, Keep It Simple, Stupid. Et c'est ce qui fait la force de Google depuis 1998. Google, quand on part sur la première page de google.fr, google.com, c'est une page blanche avec une zone de texte et un bouton pour valider. Même celui qui ne connaît rien à l'informatique, qui ne connaît rien au digital, il est capable de taper quelque chose dans la zone pour peu qu'il sache ce qu'il veut chercher. Et en fait, ça ouvre une page où il y a tout, la publicité, plein de liens. Et c'est ça qui fait la force de Google, la simplicité. Il n'y a pas besoin d'avoir un tuto pour apprendre à utiliser la page, le moteur de recherche de Google. Ce qui a fait que Google a damé le pion, alors qu'avant Google, il y avait des moteurs de recherche et qui n'existent plus aujourd'hui. Donc cette notion de simplicité, elle est fondamentale. Des équipes auto-organisées, c'est pas l'anarchie, c'est pas le bazar, c'est des équipes qui sont autonomes, auto-organisées, pluridisciplinaires, et on verra un peu plus loin cette définition de notion de pluridisciplinaire. Et réfléchir à des pratiques, c'est-à-dire l'amélioration continue. Reflect and adjust. Voilà, les 12 principes, je les ai remis en mots de texte en français un peu plus. Vous aurez les supports ou l'enregistrement, vous pourrez revoir ça tranquillement. Donc, il y a un nouveau paradigme. Voilà, les principes sont là, les valeurs sont là. Alors, maintenant, pour construire un produit et un projet, comment on fait? On va essayer d'inverser. On va être dans un monde empirique plutôt qu'un monde déterministe. Le monde déterministe, c'est le monde traditionnel. Tout est fixé à l'avance, c'est-à-dire que le périmètre, il est fixé. Le client, il veut ça, c'est ce qu'on a payé. La qualité, bon, on verra bien vers la fin. Par contre,
tout ce qu'il veut, ça fait. Non, le client, il veut tout ça, on ne pourra pas faire ça en 6 mois. Et le budget qu'il a donné, non, les 150 000 euros, c'est pas possible. Il va falloir qu'il rallonge. Mais bon, on signe quand même. C'est un client, on va pas le fâcher, on va le signer et puis on verra bien, on va s'adapter, on verra bien. Et en fait, tout ça, bon, le client, il va peut-être payer plus cher, le délai, c'est pas dans les 6 mois, et le périmètre, ben, ce serait peut-être pas tout le périmètre, et la qualité, bon, bah, il y aura des bugs mineurs qu'on va accepter en recette. Donc au final, personne n'est content. En mode agile, on va dire, ok, le délai, le client il veut quelque chose dans les 6 mois, sinon il rate le marché. Il n'a pas un budget extensible, il a 150 000 euros, il n'a pas un rond de plus. Et la qualité est irréprochable, non négociable, parce que s'il met les solutions et un produit pourri en ligne, il va perdre tous ses clients parce que les gens ils vont râler. Par contre, son périmètre fonctionnel, tout ce qui demande comme fonctionnalité, on va peut-être voir voilà, on va revoir et prioriser. Voilà, un mot, prioriser, pour que tout ça rentre dans le délai, dans le coût et avec le niveau d'exigence de qualité qu'il demande. Et si nous arrivons à négocier avec le client, prioriser par la valeur les fonctionnalités qu'il veut développer, eh bien bingo, on a gagné. On est déjà dans la dynamique agile. Et donc voilà pourquoi j'ai dit que le périmètre fonctionnel peut varier, je dis pas va varier, peut varier en fonction des délais, du coût et de la qualité exigée. Et ce qui sera fixé et verrouillé, c'est cette partie-là. Alors, l'état d'esprit agile, c'est quoi? J'aime bien cette devise des Shadocks, c'est-à-dire que vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Donc, l'agilité, en fait, l'esprit des cultures agiles, c'est la proactivité, c'est pas la réactivité. Oh, il faut réagir vite, non. Il faut être proactif, anticiper. Et c'est l'anticipation comparée versus l'attentisme. L'attentisme, c'est bon, c'est stable, on touche rien, tout se passe bien, faut surtout pas essayer de... Voilà. Et le jour où il arrive une catastrophe, ben, on ne sait plus réagir puisqu'on a tellement attendu que... On a tellement attendu que finalement, on ne sait plus quoi faire. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui me perturbe là. Alors, l'agilité est multiforme. C'est un état d'esprit individuel et collectif. Donc, on va le voir, c'est d'abord à l'échelle comportementale, les individus. Ça peut être stratégique pour les leaders, comment imaginer les domaines de croissance, anticiper, trouver des leviers pour aller chercher des relais de croissance dans certains segments marchés, quel type de produit pour le futur. Donc, elle peut être organisationnelle, c'est souvent ce qui est vu, comment on travaille mieux ensemble avec une gouvernance adaptée, flexible et souple, c'est managérial, hein. Et elle est opérationnelle, c'est souvent celle qui est connue, produit et projet. Donc c'est tout ça en fait. Vous voyez qu'on peut dire ouais mais l'agilité c'est pas pour nous. Mais si, elle peut être pour vous suivant votre domaine d'action et votre responsabilité. Voilà. Si on arrive à trouver l'intersection qui fait le dénominateur commun entre la stratégie, l'organisation, l'opérationnel et le comportemental, bingo, on a gagné. Mais c'est souvent dur de trouver au niveau stratégique, au niveau organisationnel et surtout au niveau comportemental l'implication et l'implémentation de l'agilité et du DevOps. On est souvent dans l'opérationnel. Bon, les équipes sont en mode agile. Nous, on ne peut pas. Côté finance, côté RH, non, c'est pas possible. Marketing, non. L'agilité, c'est pas adapté pour nous. Bon, si, parce que c'est 4 valeurs et 12 principes et chacun peut les décliner à sa manière et dans son environnement. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur l'agilité, sachez que sur l'agilité, voilà, il y a des formations, il y a des ateliers pour aller et l'appréhender beaucoup plus en détail et en profondeur. Je passe maintenant au DevOps, DevSecOps plus précisément. Alors, DevSecOps, c'est développeur plus sécurité plus opérationnel, les exploitants, tout simplement. C'est ça le DevSecOps. Voilà, tout mis ensemble, pas les uns à côté des autres. Alors, une équipe DevSecOps, c'est quoi? C'est une équipe qui est pluridisciplinaire et auto-organisée. Dit comme ça paraît facile. Pluridisciplinaire, c'est-à-dire que l'équipe a en son sein toutes les compétences pour développer un produit de bout en bout. Toutes les compétences. Designer, marketeur, développeur, architecte, sécurité, exploitant, juridique, communication. Voilà, toutes les entités de l'entreprise devraient être représentées au sein de l'équipe
DevOps. Parce que l'équipe DevOps, DevSecOps, si elle est dépendante des parties prenantes autour d'elle, elle sera inefficace. Elle va subir la lourdeur du système et elle sera inefficace. Donc, on parle souvent de you build it, you run it, c'est-à-dire tu le construis, tu l'opères. Je n'ai pas voulu traduire parce que ça traduit vraiment l'état d'esprit, je dirais, des GAFAM, des Google, des Amazon, des Microsoft, des Apple, voilà, ou je dirais même des Netflix, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Tu construis, tu opères. Ce qui fait que tu n'as pas besoin d'escalader, d'avoir une équipe qui fait la maintenance, une équipe qui fait le dev et un silo, voilà. Ça, c'est une équipe DevSecOps. Alors, le DevSecOps, oui, c'est une équipe, mais qui repose sur une culture. La culture, alors, le DevSecOps, c'est avant tout une culture et une philosophie. Ça, c'est la définition officielle que j'aime bien, qui consiste à mettre en place un terrain de collaboration, je parle bien collaboration, et de responsabilité partagée entre les équipes du développement logiciel et ceux des opérations d'infrastructure. C'est ça le DevSecOps. Ensemble, main dans la main pour bâtir une solution efficace, qui marche, qui délivre la promesse attendue. Donc, c'est plutôt un changement culturel qu'une question d'outillage et de technologie. Parce que dans la définition de gauche, mis à part le mot infrastructure, je ne parle pas de technologie là. Mais souvent, on est plutôt à mettre en place les outils, les process, les technos, et en oubliant même l'essence, le fondement du DevSecOps, qui est le changement de mindset et de culture. Travailler ensemble, ce n'est pas si facile que ça. Surtout quand chacun pense que c'est lui qui détient la vérité. Donc les piliers de DevOps pour maintenir cette culture, c'est quoi? Il y a plusieurs déclinaisons dans la littérature. Je vous en propose 3 qui sont les plus connus et les plus rencontrés. Le CAPS. Donc c'est la culture, c'est les 4 piliers. C'est la culture, l'automatisation, la mesure et le partage. La culture, c'est quoi? Favoriser la communication, la collaboration et l'agilité. L'automatisation, c'est réduire le temps des cycles, les coûts, les erreurs et le stress des équipes. La mesure, détecter les incidents au plus tôt, mesurer tout pour pouvoir s'améliorer. Si on ne sait pas mesurer, on ne sait pas s'améliorer. Donc ça veut dire qu'il faut trouver les bons KPI, j'aime pas les KPI, les bonnes métriques et les bons paramètres pour mesurer votre système, votre produit et votre efficacité. Et le partage. Partager pour grandir ensemble. Il y a aussi ce qu'on peut trouver dans la littérature, CALMS. On rajoute le Lean. Le Lean, c'est plutôt pour vraiment faire les choses, optimiser, découper en petites, je dirais, livraisons pour pouvoir maîtriser la chaîne de mise à jour, de déploiement et ne pas avoir quelque chose d'un big bang avec des grosses mises à jour qui plombent tout, qui perturbent tout et qui fait tomber la plateforme. Et optimiser aussi ce qu'on développe et on produit. Le Lean, ça veut dire fin, voilà, mince, voilà, aller vers l'optimisation. Et le Calmer qui vient aussi de la littérature, je dirais, j'ai une petite faute là, j'ai le E en bleu, mais voilà, c'est une faute des typos, qui vient depuis qu'on parle de passage à l'échelle avec les frameworks pour passer à l'échelle, c'est-à-dire c'est la partie recovery, c'est-à-dire arriver à, je dirais, à restaurer, pas restaurer, mais vraiment minimiser le risque en anticipant l'architecture et la conception, mettre l'effort sur ça, pour activer, désactiver certaines fonctionnalités qui poseraient problème une fois qu'on est en production. Éviter de faire le rollback complet qui est stressant, dévalorisant pour les équipes et même pour le client et même pour l'image de votre entreprise. Voici les 4 piliers ou les 5 qu'on rencontre qui construisent le DevOps. Donc, DevSecOps, 4 piliers, culture, automatisation, mesure et partage. Et on pourrait rajouter le share et le recovery. Voilà. Pluridisciplinaire auto-organisé, voici une topologie possible du DevSecOps. Topologie possible parce que toutes les équipes DevSecOps ne fonctionnent pas comme ça. Donc ça, c'est une équipe DevOps qui n'est pas... Le DevOps, il est là, hein, il est au milieu là. Là, il commence à faire du DevOps, donc rapprochement entre les Dev et les Ops. Premier pas. Donc, ici, les Dev et les Ops collaborent ensemble, participent aux mêmes cérémonies, ils se voient. Les Ops se remontent des infos à l'équipe de Dev,
Et les développeurs sont informés de l'état de l'application en production, les impacts, les contraintes, et ainsi de suite. Donc, collaboration rapprochée, mais pas encore vraiment, voilà, pas d'intimité. Collaboration rapprochée, mais pas d'intimité rapprochée. Dans cette deuxième configuration, là, on a une certaine intimité parce que les devs et les ops sont presque la même équipe, même si chacun garde encore une petite spécificité qui fait la nature même de son métier. Et ici, les membres des équipes, ils travaillent en étroite collaboration, ils sont ensemble. La responsabilité, elle est partagée. Les devs peuvent intervenir en production pour résoudre un incident et les ops peuvent aussi aller regarder la plateforme d'intégration continue des devs pour voir s'il y a des choses qui pouvaient remonter avant que ça aille en production. Ici, on voit beaucoup que les développeurs sont sensibilisés de l'importance de la stabilité de la production, chose qu'ils ne voient pas quand ils sont juste dans leur bulle de développeurs et avec leur environnement de développement. Donc ici, on est vraiment dans le you build it, you run it. C'est la même équipe qui construit et c'est la même équipe qui opère. Ça, ce serait l'idéal, la configuration idéale pour une vraie équipe DevSecOps. Et je dirais même, c'est comme une éclipse de lune ou de soleil. Il faudrait arriver à recouvrer complètement les ops avec les devs. Ça revient une équipe intégrée, une one team. Mais avant d'arriver à ça, il y a pas mal de choses à faire. Donc, je vais décrire quelques activités principales en fait d'une équipe DevSecOps. Voilà, ok, on a des piliers, on a une culture, on voit comment ils travaillent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, une équipe DevSecOps, elle planifie, elle fait du versionning de code, elle code ou d'artefacts, c'est-à-dire les livrables, elle intègre, elle teste, elle déploie, elle exploite, elle monitore, et ça c'est une boucle, je dirais, infinie. Et ça, tu t'améliores, l'équipe s'améliore dans chaque étape en fait de cette itération. Les pratiques DevSecOps, voilà, livraison continue, intégration continue, test continu, déploiement continu, amélioration continue. Ça, c'est des choses que vous avez déjà entendues. Ça, ce sont les pratiques. La face visible de l'iceberg. La responsabilité sous-jacente, c'est qu'il faut garantir la qualité de service de bout en bout. Pas juste un périmètre. Garantir le service level agreement, le service level indicator, les indicateurs de performance, et le service level objectif. Les métriques qui permettent de dire qu'on est dans l'objectif. C'est quel est l'objectif? C'est rétablir, fournir, je ne sais pas moi, une bande passante ou un taux de requête nominal à telle période. Ça, c'est le SLO. Et les indicateurs vont donner à quel niveau on est par rapport au SLO. Et le SLA, c'est le contrat qu'on a signé avec le client. Est-ce que je suis disponible 24/7? Est-ce que je travaille le week-end? Est-ce que c'est jour ouvré ou pas? Garantir la qualité d'expérience, qui est essentielle. Et enfin, opérer l'application. C'est les responsabilités d'une équipe DevSecOps. Voilà, j'arrive presque à la fin. On va parler maintenant des bénéfices d'une implémentation réussie de l'agilité du DevSecOps. Alors, les bénéfices, je dirais, c'est ceux que j'ai identifiés, mais il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais en tout cas, ce que je vous montre là, ça contiendra l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Donc, il y a la satisfaction client. Donc, on améliore la qualité des services avec une implémentation DevSecOps réussie, je dis bien réussie, et on améliore la qualité de l'expérience client. Les produits sont livrés avec le meilleur niveau de qualité et les clients sont contents parce que leur feedback est pris en compte avec la boucle de retour client. L'innovation. La bonne fonctionnalité au bon moment, performance business accrue. L'agilité de DevSecOps offre un espace d'innovation. En général, on dit qu'il faut allouer 20% de son temps pour innover. Et donc, on sort des fonctionnalités qui font sens et qui rencontrent, je dirais, l'attente des clients. Le business, on réduit les coûts et on améliore, bien sûr, les marges brutes. C'est-à-dire que le fait que la qualité de service, il n'y a pas de retour arrière, il n'y a pas de bugs à corriger, il n'y a pas de pénalités, une des techniques, les clients sont contents, donc ils consomment. Il n'y a pas ce qu'on appelle, on ne perd pas de clients. On réduit le coût et on va améliorer les marges. On est en plein dans le marché. La robustesse de nos solutions, ça c'est du point de vue technique. Moins d'incidents et de bugs, moins de retour arrière, déploiement sans interruption de service, ce qu'on appelle les Zero Downtime Deployment, le ZDD. Et enfin, des solutions sécurisées de bout en bout. On a moins de chances de se faire pirater quand on est en mode Agile DevOps que quand on développe from scratch en mode monolithique. Il y a aussi le bien-être des équipes, il ne faut pas oublier ça.
C'est-à-dire on est avec des équipes motivées, qui trouvent du sens dans ce qu'ils font, qui sont au centre du dispositif. Et enfin, on a un engagement sur les coûts, sur les délais, la qualité et le droit à l'erreur. Et ça, c'est fondamental pour une entreprise. Et on a une performance accrue avec la réduction de cycles de livraison, de déploiement fréquent et aussi rapide et l'interopérabilité des solutions. Par exemple, on veut déployer une solution dans le cloud, on choisit au départ Google. On se rend compte que finalement, notre solution serait plus adaptée avec Azure. Comment on va sur Azure? Est-ce qu'on redéveloppe? Si la solution elle est interopérable, cloud native, on va pouvoir aller sur Azure avec le minimum d'efforts. Alors, un cycle de vie traditionnel, là, par exemple, si vous regardez, ça fait 127 jours pour délivrer une fonctionnalité pour le client. Voilà, 127 jours. Je vous laisse calculer un mois, combien ça fait. Eh bien, en continuous delivery en CI/CD, ben, ça va faire 57 minutes quand on a l'infrastructure et tout ce que je viens d'écrire mis en place. Mais avant d'avoir ça, il faut un investissement, il faut du temps. Il y a un prix à payer. Mais quand on a réussi cette transformation agile DevSecOps, vous déployez en moins d'une heure une nouvelle fonctionnalité pour vos clients. C'est ce que font Google, Amazon, Facebook, Netflix, Microsoft. Tous les jours, nous sommes des bêta-testeurs de leurs solutions parce que toutes les heures, ils envoient des nouvelles fonctionnalités qui sont testées par des millions de personnes à travers le monde. Et c'est leur force. C'est pas inaccessible. C'est accessible, mais il y a un prix à payer. Et c'est ce qu'on va voir. Les contraintes et le prix à payer et les ingrédients indispensables. Alors, le prix à payer, ce serait quoi? Je vous ai résumé ça ici sans mettre d'animation pour que vous puissiez les voir, parce que c'est un tout en fait. C'est pas chacun pris. Si on en fait un et on oublie l'autre, on n'est pas sûr d'y arriver. Donc, c'est l'échec irréprochable, ce qu'on appelle le blameless failure. Pas de blâme. Il faut accepter l'échec comme un processus normal d'apprentissage. C'est le premier pas. Être prêt à accepter l'impact de l'implémentation de l'agilité DevOps dans le système managérial de votre compagnie. Il y a des entreprises qui veulent changer les équipes, mais le management reste le même. Nous, on n'a pas besoin de changer. Ça ne marchera pas. Et on dit souvent le poisson pourri par la tête. L'agilité au changement, c'est-à-dire accepter le processus, d'adapter vos processus de production et aussi vos processus d'exploitation. On ne peut pas juste faire de l'agilité du DevSecOps dans le cycle de développement et quand on arrive en production, finalement on ne change rien. Bon, voilà, on reste sur la vie au process, ça marche bien, tout est calé, on ne touchera à rien, mais par contre en développement, bon, on est plus flexible, on va faire un mode agile. Non, ça ne marchera pas. C'est une béquille qui va finir par tomber parce que vous ne pourrez pas aller plus loin à marcher avec la béquille agile sur la partie développement. L'expérimentation, ça rejoint, je dirais, l'échec irréprochable. Allouez 20% de votre temps pour innover, trouver de méthodes, de nouvelles manières de travailler, de nouveaux produits, innover pour pouvoir vraiment être toujours en face avec le marché ou en adéquation avec le marché et aussi par rapport aux technologies. L'outillage, trouver les bons outils et investir sur les bons outils. C'est pas prendre tous les outils de la planète, mais trouver les bons outils qui sont adaptés à votre contexte, à votre business et aussi à votre budget et investir dans ces outils-là et monter en compétence dans ces outils-là. Et enfin, la transformation cloud native, sans quoi vous ne pourrez pas mettre en place une infrastructure de déploiement CI/CD dans votre environnement. Donc ça, c'est fondamental. Et ça, avec des microservices cloud native, c'est la base pour pouvoir déployer de manière continue, tester de manière continue, décorréler vos déploiements et vos changements. Alors, en face de ça, c'est le prix à payer, les pas à faire. Il y a les ingrédients qu'on peut expérimenter. Après, chacun fera, il y a une recette, chacun fera, je dirais, sa cuisine ou son plat. En tout cas, moi, je vous partage quelques ingrédients. Le premier ingrédient, c'est avoir un sentiment d'urgence qui vous impose le changement. S'il n'y a pas le sentiment d'urgence, et s'il n'y a pas besoin de changer, il ne faut pas changer. Si aujourd'hui, dans votre environnement, ce que vous faites, ça correspond à votre marché, il ne faut pas changer. Il faut garder. S'il n'y a pas le sentiment, il n'y a pas la nécessité de changer, il ne faut pas changer. Par contre, il faut trouver le sentiment d'urgence. Si on ne change pas, si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe dans 6 mois pour notre boîte, pour notre business? Est-ce qu'on disparaît ou pas? Est-ce qu'on se fait manger par la concurrence? Voilà, il faut trouver ça. Faire un assessment de là où vous êtes par rapport à tout ça. Bon, j'en suis où là? Et accepter l'expérimentation et l'échec. Ça, c'est déjà à gauche.
Identifier les parties prenantes et l'écosystème dans lequel vous voulez amorcer le changement et prioriser par la valeur ce que vous voulez faire. Il ne faut pas aller tête baissée pour changer. Il faut identifier avec qui le changement va impacter qui, avec qui il faut que je travaille pour amorcer le changement. Changer dans votre coin, ça peut marcher un bout de temps, mais ça ne marchera pas toujours. Parce que vous serez rattrapé par le système. Identifier une application pilote pour amorcer le changement. Il faut toujours partir d'une application pilote pour apprendre. Il faut que cette application elle soit suffisamment challengeante pour que vous puissiez apprendre. Il ne faut pas choisir l'application la plus facile. Mais il ne faut pas non plus choisir l'application la plus complexe. La plus facile ne va rien vous apprendre. La plus complexe va vous décourager. Parce qu'il y a tellement d'interdépendance que vous avez dit non, c'est pas possible, c'est pas pour nous. Alors qu'en fait, c'est parce que vous avez mal choisi l'application pilote. Donc l'identification de l'application pilote est fondamentale dans la réussite de votre implémentation de l'agilité et du DevSecOps. Mais ça, il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Mais bien sûr, avec l'aide et d'un accompagnement, vous pourrez identifier plus facilement ou plus rapidement. Mettre en place une base de connaissances qui va vous permettre d'enrichir votre base de connaissances avec les leçons apprises, les échecs du passé, pour vous améliorer de manière continue. Former les bonnes personnes et les accompagner. On parle de coaching, mentoring. Ça peut être du coaching interne, du coaching individualisé ou du coaching via un cabinet de coach qui va vous accompagner sur une période pour que vous puissiez vous approprier la compétence en interne. Travailler avec des personnes motivées. On ne peut pas faire un changement avec des personnes qui marchent à reculons. Il faut des personnes motivées. Et il y a toujours des personnes motivées dans une entreprise. Toujours. Il y a des gens qui sont prêts au changement, qui veulent tout expérimenter. Voilà. Et se faire accompagner. Vous pouvez essayer de... C'est comme un voyage. Quand tu pars en randonnée, tu te fais accompagner, sauf si tu es initié. Mais si tu ne fais pas accompagner, ça peut bien se passer, mais dans la plupart du cas, ça se passe mal. Et enfin, identifier les métriques pour pouvoir mesurer l'implémentation de votre agilité, votre DevSecOps. Oubliez les KPI. Hein. Vous voyez les KPI, j'ai mis ici un truc, un private joke, là, Killing People Initiative. Les KPI, c'est l'ancien monde, c'est le monde waterfall. On peut atteindre un KPI et délivrer un produit qui ne marche pas. Voilà. Moi, je vous dis, il faut embrasser les OKR. Les OKR, c'est Objective Key Result. C'est-à-dire, c'est évalué sur un niveau de pourcentage qui vous permet de mesurer de manière efficace l'atteinte ou partielle ou effective de vos objectifs. Et on est sur des objectifs, pas juste des métriques pour mesurer où tu en es. Voilà. Donc, je pourrais aussi vous faire une présentation sur les OKR parce que c'est un peu mon dada en termes de pilotage de la performance, en termes d'implémentation agile DevSecOps. Alors, donc ça, c'est un peu répétitif avec ce qui est un peu la rouge. Désolé, j'ai fait un copier-coller, j'ai oublié de corriger. Et donc, donner la priorité à la sécurité en l'intégrant dès le départ. Vous voyez, dans tout ce que je dis, je ne parle pas de sécurité alors que je parle de DevSecOps. L'un des ingrédients, c'est d'intégrer la priorité, je dirais, la sécurité en amont, parce qu'on l'oublie en fait. Et moi, j'ai dit l'ingrédient pour que votre implémentation DevSecOps réussisse, ben, il faut intégrer et réfléchir à la sécurité en amont au tout départ de la conception de votre produit. Et il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on dit on fait DevSecOps, mais on oublie le Sec. Non, le Sec, il doit être présent. Parce que le Dev et les Ops, vous n'avez pas le choix. Allez, je partage un exemple de recette, parce que voilà, il est 12h47. Bon, il y en a qui ont faim, qui ont peut-être mangé. Allez, je pars sur une recette qui va être un peu un résumé du slide que je viens de vous présenter là. Et ça va être la recette, pas la recette miracle, mais une recette que moi j'ai expérimenté qui marche, en tout cas pour implémenter de l'agile et du DevSecOps en fonction de votre environnement. Il faudra l'adapter cette recette-là pour faire votre propre plat. Donc, sentiment d'urgence. Donc, assurer la compréhension et l'alignement de l'adoption par toutes les parties prenantes. C'est ça, en ce sens, qu'il faut identifier un sentiment d'urgence. Je l'ai dit tout à l'heure. Application pilote. OK. Management visuel. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire, il faut rendre le processus de production transparent et visible par tous. Donc là, le Lean peut vous aider. Le Kanban, qui est une méthode agile, peut vous aider aussi. Les tableaux de bord que vous pouvez avoir dans des espaces dédiés, espaces de coworking, team working, ça peut aussi aider à structurer. Mesurer et mesurer. J'en ai déjà parlé, je ne veux pas revenir là-dessus. Rendre visible la valeur créée. Je n'en ai pas parlé. Il faut rendre visible la valeur créée pour réduire le risque marché et le risque produit. Célébrer les succès.
c'est bien, vous avancez tête baissée, vous avez des succès, mais n'oubliez pas de les célébrer avec des moments de convivialité, des repas, aller boire un coup ensemble, avec modération bien sûr. Valoriser le travail de l'équipe, les faire présenter, faire des démos aux parties prenantes. Valoriser, c'est pas juste se dire ouais, on est les plus forts, c'est aussi présenter aux autres parties prenantes. Regardez, maintenant, regardez ce qu'on a réalisé, votre contribution et ce qu'on pourrait faire ensemble si on était encore plus soudés. Susciter l'intérêt et aussi la curiosité. Bâtir une vraie équipe intégrée. Impliquer les ops, partager les contraintes réciproques et s'encourager mutuellement, s'entraider et passer à l'échelle. Voilà. Tout ça, c'est beau, mais il faut passer à l'échelle. Pensez grand, commencez petit, avancez doucement et ajuster l'expérimentation en fonction des résultats et passer à l'échelle de toute l'entreprise. Parce que si vous avez un produit qui a 10 composants et il y a un seul composant qui est en mode agile, ça va être compliqué. Donc, il faudrait penser à passer les 9 autres en mode agile. Et ça demande à penser le passage à l'échelle de l'implémentation dans notre entreprise. Voilà, et j'ai terminé. J'ai peut-être été rapide, mais je vais vous donner, vous êtes arrivé avec une question. Est-ce que vous êtes agile, DevSecOps, compatible? Eh bien, moi, je vais vous faire repartir avec d'autres questions, à moins que vous ayez les questions, les réponses. Pour savoir, finalement, si je suis agile, DevSecOps, compatible, eh bien, moi, je vous renvoie à ces questions-là. La première question que j'aimerais vous poser, c'est, en termes d'exploitation, comment vous opérez vos applications aujourd'hui? Comment vous sauvegardez et où sont vos sauvegardes aujourd'hui? Première question pour savoir si vous êtes agile DevSecOps. Comment vous déployez vos applications aujourd'hui? Comment vous monitorez et supervisez vos applications aujourd'hui? Comment vous construisez vos releases, c'est-à-dire vos livrables aujourd'hui, et comment vous exécutez vos changements de version, vos montées de version? Comment vous faites ça aujourd'hui? Comment vous partagez vos connaissances au sein de votre organisation? Est-ce que vous avez un wiki, une base de connaissances, ou c'est les mails ou les réunions informelles, ad hoc? Et comment vous êtes organisé aujourd'hui pour construire de vos produits? Est-ce qu'il y a une équipe projet qui démarre et quand le projet est fini, tout le monde retourne dans son entité et on attend le prochain projet pour former les équipes? Ou vous avez une équipe pérenne qui est là, qui est capable de s'adapter, recomposer, remodeler pour bâtir un produit? Donc ici, je parle de culture projet comparée à la culture produit. Comment vous intégrez aujourd'hui? Comment vous testez? Et enfin, quels sont vos outils de développement et d'exploitation? Voici finalement pour moi les questions auxquelles vous pouvez répondre dans votre environnement, puisque là je ne peux pas vous donner la réponse, et qui vous permet de dire si vous êtes agile et DevSecOps compatible avant même de prendre la recette, une des recettes, d'adapter la recette que je viens de présenter là, pour commencer votre transformation, c'est-à-dire votre propre cuisine, pour espérer avoir le gain escompté que j'ai présenté tout à l'heure. Voilà, je m'arrête là. On va prendre 10 minutes pour les questions-réponses. Et je crois que M. Palermo a envoyé peut-être dans le chat le klaxoon qui est un espace où vous pouvez joindre et puis, je dirais, poser un peu, vous allez voir, qu'est-ce qui est facile pour vous aujourd'hui. Alors, je le fais en direct. Dans le klaxoon, je vous demande justement de dire qu'est-ce qui est facile dans votre contexte à faire aujourd'hui pour amorcer une transformation agile DevSecOps. Qu'est-ce qu'il faudrait adapter? Et enfin, qu'est-ce qui serait difficile à faire, mais si vous arrivez à le faire, vous allez avoir un bénéfice énorme, c'est-à-dire qui dépasse vos attentes. Merci. Donc Axel, c'est bon pour moi? Je ne sais pas si tu as des questions dans le chat. Tu peux